1996-2003. Pour tous les puristes de basket, ce sont deux dates très importantes parce qu'elles ont été, on va dire, majeures dans la tournure avec laquelle la Ligue a pris. L'année 96, c'est pour beaucoup les postes arrière, certains intérieurs, mais pour 2003, c'est les mastodontes physiques qui sont venus en NBA. Et bien entendu, quand je parle de venir en NBA, on passe par la draft. Très chers auditeurs et auditrices, là, c'est le duel entre la draft 1996 et la draft 2003. Oui. Mapenda, ton premier mot là-dessus? Draft 96 vs draft 2003. On a le droit à, selon moi, les deux meilleurs drafts de l'ère moderne, voire même de l'histoire de la NBA, aussi bien en termes d'impact des joueurs qui la composent et de longévité et de tout ce que tu veux. C'est deux drafts vraiment qui ont été phénoménales. Mais clairement. C'est vrai, c'est deux drafts historiques. Hein. C'est deux drafts clés de l'histoire de la NBA. C'est deux drafts où on a vu des joueurs qui ont fait bouger la NBA, qui ont fait changer la NBA, qui ont battu des records. C'est deux drafts où tu auras beaucoup de joueurs all-time. Ouais, moi je dirais même que c'est deux drafts qui ont permis à la NBA de prospérer parce que 96, c'est le début de l'après-Jordan. Enfin, Jordan était encore là, mais sans cette draft-là, on n'a pas tout ce qui est fin de Jordan et tout ce qui s'ensuit. Et 2003, je crois qu'on peut en parler jusqu'à présent. Hein. En effet, on peut en parler jusqu'à présent. On aurait bien pu également évoquer la draft 1984, bien entendu, avec l'arrivée d'un certain Michael Jordan, Hakeem Olajuwon, Charles Barkley, John Stockton également, bien sûr. Ah, tu l'oublies pas, hein, John Stockton, hein, Rafika. Bien sûr, le ref. Ref. Non, mais un bête de mec. Franchement, une draft incroyable, hein. All-time également. En effet, ces 3 années-là, bien qu'on va se concentrer sur 96 et 2003, il faut qu'on donne un petit peu l'air du temps. Dans quel état était la NBA? C'est-à-dire Michael Jordan est champion NBA avec les Bulls, hein, qui vont lancer leur deuxième tripit, bien entendu. Une année exceptionnelle en termes de résultats des Bulls. Mais de l'autre côté, au niveau des prospects, on a pas mal d'éléments majeurs qui se sont développés en université au cours des mi-années 90, bien entendu. Et pour commencer de suite, moi je commence avec l'année 96, on a déjà des profils exceptionnels avec, bien entendu, Allen Iverson en tant que choisi au poste numéro 1 et un numéro 2 particulier, Marcus Camby. Comment vous pouvez déjà voir les premiers, on va dire les premiers numéros de draft sortis, les profils que vous voyez au niveau de l'université, Mapenda? Allen Iverson, lui, il va vraiment révolutionner le jeu, aussi bien en termes de... déjà, on n'a pas l'habitude de voir des petits gabarits être aussi dominants. Bien sûr. Clairement. Exact. Très bon point. Donc déjà, il y a ça, il y a cet aspect-là, et après, il y a l'aspect culturel. On connaît hein, les baggy, le style hip-hop, etc., qui a fait beaucoup de mal à monsieur le commissionnaire de la Ligue. Ouais. Et ensuite, on a... la désobéissance. Exactement. Et après, Marcus Camby, c'est un peu plus ce qui se faisait dans l'ère avant et ce qui va se développer encore, c'est-à-dire gros poste 5, intimidateur, dissuasif, etc. Mais vraiment, pour moi, la grosse révolution sur cette draft-là, enfin, au niveau des top prospects, c'est Allen Iverson. Bien sûr. Rafik? De toute façon, je pense que Mapenda a très bien résumé les premiers pics. Hein. Et même si on va encore un peu plus loin, on a aussi des profils comme Stephen Marbury. On a surtout 2 gros shooters qui vont s'ajouter derrière. Il y a Ray Allen et Peja Stojakovic plus tard. Voilà, donc on a déjà la 96, il faut se dire qu'on a déjà 2 joueurs qui vont commencer à faire prendre conscience de l'importance du 3 points, qui vont donner l'idée aux gens de plus shooter à 3 points. On a deux des meilleurs shooters all-time qui est connu la NBA. On a et aussi ce qui est bien avec cette draft, c'est que dans les 5 premiers, il n'y a pas vraiment de flop. Exact. Pas vraiment de flop. C'est rare pour les drafts en général. Dans les drafts, dans les 5 premiers, tu as toujours un flop. Genre un flop, mais
Quand je dis un flop, c'est ok. genre un mec qui a fait Qui passe vraiment à côté. 3-4 saisons, qui a fait Ouais. 3-4 saisons max, Ouais. ou qui n'a jamais dépassé les 10 points de moyenne. Ou les 5 points de moyenne, en fonction du profil. Et voilà, pour moi, il n'y a pas de flop dans les 5 premiers. Moi, Panda, tu Bah, avais l'air un petit peu contre quand tu Ouais. l'as entendu ça. Bah après, Aïe. quand il a développé la deuxième partie de son argumentation, j'ai compris. Mais pour moi, je C'est suis ça, désolé, hein, oui, après, Stéphane Marbury, le mec Ah là. oui, je différencie Ouais. attente et flop. Voilà. Je différencie attente et flop. Mais Voilà. voilà. Oh là, attendez. Il veut régler des comptes. Non, pas forcément. Parce que cette draft-là, pour moi, c'est celle qui présente le plus de variété en termes de talent et en termes de profil de joueurs. On a des joueurs All-Star, on l'a bien compris. Allen Iverson, figure culturelle et figure emblématique basketballistique, clairement. Reebok l'a bien compris. Et surtout, ce qui est un cas particulier avec Allen Iverson, c'est qu'il sort de Georgetown. Il fait 2 ans à l'université. Il faut qu'on parle un petit peu du monde universitaire. On va réserver un épisode par rapport à ça. Marcus Camby fait 3 ans au Massachusetts. Ok. Bon, Sharif Abdourahim fera 1 an, c'est vrai. Marbury également, je crois, à Georgia Tech. Mais Ray Allen fera 2 ans. En tout cas, on a affaire à différents prospects qui passent Il y a un peu même plus des de mecs qui ne passeront même pas par la case NCAA. là, c'est un cas particulier avec un certain Kobe Bryant. Kobe, venons-en, parce que moi, c'est un point important aussi que j'aimerais mentionner par rapport à cette draft 96, j'aimerais qu'on se concentre là-dessus, parce qu'il est très clair, Kobe Bryant, il ne veut pas jouer pour une autre franchise autre que les Lakers. Il a été très clair avec son agent Arne Tellem, là, que là-dessus, il ne veut pas. Alors, il y a un monsieur qu'il faut également mentionner, c'est Jerry West, The Logo, l'homme de la NBA, que Kyrie Irving a encore fait des conneries, encore une fois, pour dire que Kobe, enfin, n'importe quoi, ce monsieur. Non, mais moi, moi, tous ces mecs-là, enfin bref. Jerry West perçoit le talent de ce mec-là, ok? Donc, il lance les négociations parce qu'il est GM du côté des Lakers. Consultant du côté des Lakers. Et t'as Vlade Divac, qui n'est plus en odeur de sainteté du côté des Lakers. On lui propose le jour même de la draft, donc fin juin 96, 26 juin 96 pour être au plus précis, qu'il y a des possibilités d'aller aux Hornets. En termes d'échange, on négocie avec toi. Il ne veut pas y aller. Il ne veut pas y aller aux Hornets. Et en plus, il menace de prendre sa retraite, messieurs, dames. Très cher auditeur. Il faut que vous puissiez comprendre dans quel état le monde de la on voit. On voit des mecs costumés, serrer la main à David Stern et aujourd'hui à Adam Silver. Mais il y a des choses qui se passent en secret. Et Tim Duncast est là pour les révéler. Et pour continuer là-dessus, finalement, ça s'entend. D'accord? On arrive à tirer une conclusion par rapport à ça. Et ce qui est intéressant pour les Lakers, c'est qu'ils ne voulaient pas signer un prospect au poste 2, bien entendu, qui soit très élevé dans le classement. Kobe Bryant est drafté à la position numéro 13. Il sort du lycée Lower Marion High School. On en réserve bien entendu un épisode encore une fois pour Kobe. Et c'est là où j'aimerais terminer mon petit point, c'est que les Lakers ont fait en sorte de signer Kobe à une position raisonnable, 13e place, pour avoir une masse salariale assez large pour signer un certain Shaquille O'Neal, juillet 96, Mapenda. Ah, j'ai bien dit Mapenda parce que toi et Shaq, il y a quelque chose, hein? Le baby Shaq. Exactement. Vous avez d'autres points sur la draft 96? Moi, j'en ai d'autres. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Bien sûr. De toute façon, il faut parler. En 6e position, voilà. En 6e position, on a le croqueur préféré de Polo, Antoine Walker. Mais pourquoi vous êtes dur avec Antoine Walker? Qu'est-ce qui se passe? C'est le type de profil d'un mec qui peut jouer même dans la NBA actuelle en 2020. On est en 1996. Oui. Il était rare de voir un poste 4 parce qu'il fait 2-8, Antoine Walker, avec une telle agilité technique quand même, un Penta. Qu'est-ce que t'en penses? Après, en fait, le souci de Walker par la suite de sa carrière, c'est que ça va être un poison collectif pour les supporters des Celtics. Parce qu'il il va faire des trucs de fou. Franchement, dans des séries, j'ai en tête, je crois que c'est 2003, où il lâche complètement Paul Pierce, sur la série contre les Nets. Et puis même en demi-finale, comportement extérieur, le mec, il arrive en pré-saison, il est en surpoids, il est hors de forme. Donc moi, je pense que c'est plus ça que son style de jeu, en fait, en lui-même. C'est des problèmes sur la sélection de tir et son hygiène de vie, je pense. En vrai. Ah oui, bien sûr. Il a même déclaré banqueroute de plusieurs de ses sociétés. Rafik, tu voulais encore continuer sur Walker, vu que tu as insisté? Non, après, je voulais quand même. Il faut bien qu'on parle d'un certain qui nous vient de Santa Clara, un certain Steve Nash. Voilà, on a le même esprit, Rafik. On a le même état d'esprit.
qu'est-ce que tu penses de Steve Nash, de sa draft en 15e position en plus, hein? Déjà, c'est aussi un meneur petit, gringalet. Voilà, c'est pas le, c'est pas, c'est, on n'est pas dans les normes, on n'est pas vraiment dans les normes. Mais voilà, mais c'est Dallas qui vient le. Non, c'est Phoenix qui le chope, donc Ah, pas mal. oui, c'est pas mal. Et Steve Nash, je pense que tout le monde, je pense qu'on avait bien repéré que c'était un joueur qui avait un gros QI basket, qui pouvait jouer malgré sa morphologie, qui pouvait jouer en NBA. Mhm. Et ça s'est révélé vrai un peu plus tard. Et je crois que c'est directement qu'il est. Non, c'est 2 ans après qu'il va se faire trade à Dallas. Ouais, en C'est 2 ans après. 98. Bien Ouais. sûr, tout 98. à fait, en Voilà, 98. mais je crois que ses premières années à Phoenix, surtout sa première année est compliquée, il me semble. Elle est Bah, je compliquée. crois qu'il Ouais, a 3 points de pas moyenne, hein. facile. Ouais, il est Ouais, bon. De toute façon, son début de carrière NBA est c'est compliqué. difficile. Mais surtout, c'est pas ça qui est très important, c'est surtout que c'est aussi encore un joueur dans cette draft qui va être influent dans la NBA, qui va prendre des titres MVP et qui va être qui a un héritage. C'est Ah encore oui, un joueur important dans cette draft 96. absolument, absolument. C'est bien que tu mentionnes Et de je ça. On voulais a juste beaucoup rajouter, de Damas, joueurs. excuse-moi, Jean, je t'en prie, ma Penda, je t'en prie. Je t'en prie. pour Steve Nash, en plus, quand il est drafté par Phoenix, les supporters des Suns, ils sont pas contents. C'est comme à l'image un Ah, peu hmm. de Porzingis Ouais. l'année où il se fait drafter, les supporters ils sont mécontents de la draft parce que pour eux, déjà, il n'est pas américain, il a, selon eux, rien de spécial pour être quelqu'un dans la NBA. Et Et Kevin d'ailleurs, Johnson devant. les 2 premières saisons, on se dit qu'ils ont peut-être raison. Mais en fait, quand il part à Dallas, bah, c'est là qu'on voit vraiment le début du vrai Steve Nash, quoi. Absolument, absolument. Drafté en 15e position pour Steve Nash, double MVP. Il y a pas mal de titres qui sont quand même discernés par rapport à ce draft 96 qui va devenir en effet Mhm. une très grande marque pour nous, nous qui aimons la NBA. Hein. Donc, plusieurs de jeunes auditeurs et auditrices qui nous écoutent, il faut vraiment que vous puissiez comprendre ça. La draft 96 a été fédératrice dans l'amour que nous avons pour la NBA. Mhm. Hein. Clairement. Non mais vraiment, il faut qu'on insiste là-dessus. On va encore dire certains noms. Il faut qu'on dise certains chiffres, monsieur, par rapport à ça. Il y a 11 All-Stars. Il y en a 11. C'est énorme. C'est Marcus beaucoup. Camby est numéro 2 de draft 96. Il n'a pas été All-Star. C'est pour vous dire à tel point que c'était vraiment compliqué, que c'était vraiment d'un sacré niveau, mais il a été Ouais. Il a meilleur été défenseur Deep de High, la hein. ligue. Ah oui, bien Ouais, sûr, il a été 2007, deep ouais. boy. Ah non, non, mais c'est un sacré monsieur. Regardez, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Il y a 3 joueurs avec qui ont gagné le titre MVP, Allen Iverson, Kobe Bryant et Steve Nash 2 fois, c'est énorme. Mhm. 4 Hall of 8 joueurs Famer. de... Mais bien sûr, Hall of Famer, évidemment, même pour eux tous, bien sûr. 8 joueurs ont été classés dans les teams All-NBA. 8 joueurs de cette draft, c'est énorme. Plus d'un tiers sont Mhm. devenus All-Star au premier tour, ça j'ai encore dit. Ben Wallace, la belle histoire, qu'il faut également qu'on parle des joueurs non draftés. Hein. Les non draftés, il faut également qu'on mentionne. Il y a Chucky Atkins qui a joué aux Lakers, Samuel dans son souvenir. Bien entendu, qu'on salue bien sûr, Ben Wallace, dont on traitera même un podcast, parce que concrètement, ce monsieur a lui aussi été une très grande marque au cours des années 2000, et même un profil qui a beaucoup aidé Dirk Nowitzki du côté de Dallas, c'est Adrian Griffin. Donc il y a pas mal de joueurs aussi, des joueurs de devoir de cette draft 96 que j'aimerais si possible mentionner, à moins que vous ayez des idées, messieurs, parce que moi j'ai encore d'autres choses à dire. Vous avez des idées de ces joueurs de devoir, Derek Fisher également, hein, Bah pour ouais, Bah être oui, fameux. Derek Fisher. t'as même Iglos aussi qui fera des belles années avec les Cavs, notamment Bien avec sûr, un certain All-Star même LeBron lui James. aussi. Ouais, All-Star, ouais, aussi. Absolument. Et Finaliste. All-Star, All-Star. t'as pas envie de parler d'un certain mec en question, parce que je vois depuis tout à l'heure, tu parles pas de lui, Damas. Mais c'est la fleur c'est la fleur pour moi, draft Le 96. meilleur pour la fin. Jermaine O'Neal. Jermaine O'Neal. Mon Jermaine O'Neal. Non, mais c'était très, très, très compliqué pour lui. Après C'était très, aussi, très tu compliqué. parlais de personnes qui ont aidé Nowitzki et Dallas. T'as aussi Eric Dampier. Hein. Bien sûr. Non, mais regardez, je vais parler un peu de Samuel, messieurs. Il faut que les auditeurs puissent comprendre ça. Puissent comprendre cette histoire-là. Non, mais, en fait, il critique les mecs qui ont signé des gros contrats. Franchement, grand mérite à Eric Dampier d'avoir signé ça.
Parce que dans la NBA actuelle, on lui aurait jamais donné un contrat pareil par rapport à la production qu'il a menée. Mais concrètement, sa signature à Dallas a été une grande surprise, mais il a fait une saison double-double aux Warriors avant qu'il signe. Je me souviens très bien de cette saison-là, en été 2004. Dallas lui donne un très très bon contrat. Tu as aussi d'autres genres de devoirs. Walter McCarthy, qui a plusieurs fois shooté à 3 points du côté des Celtics aussi, et aussi du côté des Suns. On a qui d'autre encore Kerry Kittles, au poste arrière du côté des Nets. Lorenzen Wright, le regretté. Kerry Kittles, oui, très bon shooter et très bon défenseur en un contre un aussi, qui sera double finaliste avec les Nets. Tu as beaucoup de mecs comme ça. Derek Fisher, évidemment. Jérôme Williams aussi, du côté des Knicks. Avec Détroit, bien sûr. Il y a ça. Et même aussi, du côté du deuxième tour, Hotel Harrington aussi. Ouais, bien sûr. C'est Malik Rose. Malik Rose, bien sûr. Malik Rose du côté des Spurs, qui était un très très bon joueur de devoir. Aussi, oui, aussi, ouais. il a été important. Enfin, il n'a pas été important, mais il a été quand même très utile dans le collectif des Spurs. En sortie de banc. Bien sûr. Mapenda, s'il te plaît, j'ai une question pour toi. Pourquoi Stéphane Marbury te laisse perplexe? En fait, Marbury, c'est que quand il est arrivé, franchement, quand il se déclarait, parce que ce monsieur se déclarait quand même parmi les meilleurs, voire le meilleur meneur de la NBA, ouais, très rapidement. En termes de talent intrinsèque, c'était difficile de lui donner tort, parce que lui, c'est l'archétype de ce qui se fait actuellement. Gros shooter, qui harcèle la défense, très complet. Mais le mec, pareil qu'Antoine Walker, il va se perdre dans des futilités, dans des problèmes de comportement, d'hygiène, qui font qu'en fait, Après, je pense que le fait d'avoir signé à New York aussi, ça l'aide pas, parce que bon, ça aide personne. Ouais, bon, ça, c'est encore un autre sujet. Mais franchement, moi, quand j'ai découvert Marbury, surtout à Minnesota, je me suis dit, mais ce mec-là, c'est le prochain meneur qui va dominer. Et il n'en sera rien du tout, en fait, finalement. Malheureusement, c'est leur première saison du côté des Wolves. Ils font les playoffs. Ils font les playoffs face aux Rockets. En 97, bon, ils se font sortir 3-0, mais c'est quand même très prometteur pour les Wolves d'avoir un élément comme Marbury. Et Marbury va être tradé. Parce que c'est aussi ça aussi qu'il faut qu'on mentionne par rapport à ces drafts-là. On a des équipes lors des premières places où c'est pas folichon au niveau des résultats. Les Sixers sont au classement, les années Barclay sont passées, les années bien entendu Julius Erving sont très très loin. Donc Ali Iverson vient à la première place. Grizzlies de Vancouver avec Sharif Abdou-Rahim, on en réserve même un épisode très cher auditeur où c'est très compliqué. Ray Allen, qui est drafté par les Wolves, mais qui sera échangé par derrière avec Marbury, on sait que c'est compliqué. Rafi, quel est ton point par rapport à ça? Une franchise qui est retournée par l'arrivée d'un jeune prospect? C'est-à-dire, j'ai pas vraiment compris ta question. Regarde, mais quel est pour toi l'élément en 96 qui a transformé l'image d'une franchise directement? Le joueur qui a... Ok. Il n'y en a pas, en fait. Vous êtes sûr? Peut-être à part Iverson, j'en vois pas qui change vraiment l'image de la franchise à son arrivée. Ouais. Là, je suis en train de regarder les joueurs. Non, Ray Allen aussi, non. Milwaukee était mauvais à son arrivée. Ils étaient encore moins mauvais quand il est arrivé. Moi, franchement, je vois que Iverson, parce qu'il a 23 points dès la première année. Regardez, messieurs, on était sur 96, on va bifurquer sur 2003. C'est une très bonne transition. Pourquoi? Parce que là, on a affaire à des joueurs qui sont déjà prêts. Voilà. Penda, je te laisse commenter 2003. On t'écoute. 2003, c'est l'arrivée des postes 3 dominants physiquement. Tout à fait. Et tu vas avoir en première place LeBron James. On va pas rappeler qu'est-ce qu'il a accompli. Mais même derrière, tu as des Carmelo Anthony, Dwayne Wade. Franchement, à part dire les noms, qu'est-ce que tu veux dire de plus sur cette draft-là? Juste t'évoques les noms, tu sais déjà que c'est du très 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 lourd. Oui, non, mais c'est du très très lourd cette draft. Bon, cette fois-ci, il y a un flop dans les 5 premiers. On a le Darko Milicic. C'est un flop. Par contre, là, oui, c'est un flop. C'est pas, il répond pas aux attentes. Pour moi, c'est un flop, Milicic.
Mais sinon, ouais, sinon, après, t'as des joueurs, même dans le top 10, un Kirk Henrich, 7e. Kirk Henrich, il a une vraie carrière NBA. Hein. Au Bulls, c'était une valeur sûre. Hein. Ah ouais, mais Ah. Kirk Henrich est un joueur fort. Ouais, mais il est fort. Pour moi, c'est une déception. Je suis déçu. Je m'attendais beaucoup plus que lui. Mais vraiment, ça m'a énervé. Moi, je vous dis la vérité. Ça m'a énervé quand Kirk Henrich. Sur quel aspect t'attendais plus que lui T'attendais plus de lui sur quel aspect? Mais il aurait dû être All-Star. Ça me fait mal. Moi, Kirk Henrich, j'aime beaucoup. Très bon défenseur, très bon shooter extérieur. Très bon défenseur. Non, vraiment, vraiment. Et le fait que Derrick Rose ait été drafté en 2008, parce que les Bulls ratent concrètement leur saison 2007-2008, ça m'a fait mal de voir que Henrich sorte du banc. Ça m'a fait chier. Ça m'a fait clairement chier de voir Henrich ne pas être titulaire alors qu'il est issu d'une draft exceptionnelle. Redisons le classement. En premier, donc, comme tu l'as dit, hein, le FC Vlad, hein, d'accord, hein, ici Vladimir, évidemment, je ne vais pas redire le nom. En deuxième place. Non, mais vraiment, n'importe quoi celui-là. En deuxième place, on a Darko Milicic. Troisième, on a Carmelo Anthony. Revenons un peu sur Milicic. Qu'est-ce qui s'est passé, Rafik, par rapport à ça, là? Parce que moi, j'ai certains détails, peut-être que vous, messieurs, mais il faut que des auditeurs puissent apprendre, là. Bah, il arrive, il a pas beaucoup de temps de jeu, hein. Il a pas beaucoup de temps de jeu sur ses premières saisons. C'est peut-être Ah ouais, non, mais il joue pas plus de 7 minutes par match sur les 2 premières saisons. Hein. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Donc, je pense que 1,4 points de moyenne. Hein. Oui, 1,4 et 1,8 points de moyenne sur ces 2 premières saisons. Donc là, c'est vraiment le gros flop. Et peut-être que voilà, il était peut-être pas fait pour le monde de la NBA quand il est arrivé. Et c'est pas que peut-être uniquement sur le. Ah ouais. C'est peut-être il était pas. Ouais, mais quand je dis le monde de la NBA, c'est vraiment tout l'environnement de la NBA. Il était peut-être pas fait pour l'enchaînement des matchs NBA. Il était peut-être pas fait pour tout ça. Et quand on voit qu'on lui a pas, il a pas vraiment eu. Enfin, sur les 2 premières saisons, il a pas fait des saisons à 20 minutes de moyenne, du coup, où on a pu voir il valait quoi. Jamais. Et je pense que si sur les 2 premières saisons, il a aussi peu joué, c'est que je pense que les Pistons se rendaient compte. Après, il a aussi, c'est une période où il y avait Ben Wallace, il y avait le Sheed et tout, donc c'était aussi, il y avait un secteur intérieur qui était déjà fort chez les Pistons. Bien donc sûr. C'était compliqué de se faire une place. Et peut-être qu'aussi il n'était pas prêt aussi à évoluer en situation de concurrence. Mapenda. Franchement, pour moi, déjà, il faut revenir sur la manière dont Milicic il se fait drafter. Merci. Parce que déjà, il était pas du tout dans le projet de Détroit à la base. Parce que eux, ils avaient en vision, à la base, c'était Melo. Ils devaient partir pour drafter Melo. Et c'est en jouant un match de playoff 2003. Contre les Nets, je crois. Finale de l'Est. Finale. Et le mec, il fait des workouts, mais c'était Joe Dumars, je crois, le GM à ce moment-là. Il ne le connaît pas du tout et on lui dit qu'il y a un jeune qui se présente à la draft qui s'entraîne à côté. Et là, je sais pas, il a une révélation d'après lui pour se dire non, mais c'est incroyable, pour se dire que ce mec-là allait être un crack. Comment? Qu'il allait être un crack, ouais. Ouais, qu'un crack en NBA. Ouais. Alors que moi, je suis désolé. Hein. Tu te bases sur quoi pour dire ça? Parce que le mec, quand il joue en service dans son club, il joue pas des masses, il n'a pas des moyennes extraordinaires en termes de points, etc. En plus. Et tu fais de ce mec-là ton deuxième... tu le prends en deuxième choix de draft, sachant que tu as des mecs qui performent au lycée, qui performent en universitaire, tu sais que ces mecs-là en NBA, ils seront prêts d'entrer, et toi, tu vas chercher un inconnu qui a un profil atypique pour en faire le prochain Dirk Nowitzki. Non, moi, je suis... Exactement. C'est un pari. C'est un pari. Je pense que c'est un pari sur son physique. Non, mais on fait pas des paris. On fait pas des paris. Pas à cette position-là, je suis désolé. On fait pas ça. C'est au deuxième tour qu'on fait ça. C'est au deuxième tour. Et d'ailleurs, cette draft au deuxième tour, il y a de très, très belles histoires qui ont été traitées. Je parle d'un truc de Luke Walton. Luke Walton qui a été pris par les Lakers au deuxième tour aussi. C'est quand même des points. Tu as Willie Green aussi qui a une carrière. Maurice Williams avec les Bucks, avec le Jazz d'abord, avec les Bucks. Et bien entendu,
Kyle Korver. Corver, Ouais. Matt Même pas Bonner. Julien, hein. Matt Bonner, bien entendu. T'as Keith Bogans aussi qui a fait sa carrière. T'as Zaza Pachulia aussi, le Géorgien qui a été drafté par le Magic au deuxième tour de cette draft 2003. Donc t'as Steve quand même Blake, des hein. noms. Steve Blake, bien entendu, qui est aussi présent. T'as James Jones, qui est aujourd'hui GM chez les Suns et que LeBron James adore. Hein. Je sais même pas pourquoi, mais bon, à ce qui paraît, c'est meilleur. Non, mais LeBron James, de toute manière, très cher auditeur, on va faire son procès lui aussi parce que c'est incroyable ce mec-là. Euh, concrètement, la question que j'avais posée, c'était quels étaient les joueurs de la draft 96 qui pouvaient retourner une franchise. On n'a jamais vu, en tout cas depuis que je suis le basket NBA pour ma part, j'ai jamais vu un homme comme LeBron James à retourner autant de l'image d'une franchise. Si vous vous souvenez bien, messieurs, LeBron James, quand il est drafté en 2003, même les Cavs changent de maillot. Hein. Le maillot des Cavs commence à changer. Il y a une tournure qui est totalement différente du côté de l'Ohio. Et surtout, c'est un point important par rapport à cette draft 2003. Michael Jordan prend sa révérence. Il arrête. Il stoppe définitivement la NBA. C'est fini. Et le passage à témoin, c'est parfait. Comme Jésus et Jean le Baptiste. Bon, LeBron James n'ira pas à la croix. Mais il y a quelque chose, en fait. On sent qu'il y a une tournure, sans compter également les autres éléments. On va y revenir. Carmelo Anthony. Vous savez ce qui se passe? C'est un autre élément que je voulais dire, Mapenda, par rapport à ça. Carmelo Anthony s'attendait à être drafté par les Pistons, en effet. Michigan pour Détroit, et tu as LeBron James pour l'Ohio, donc c'est pas très loin. Mais ce qui se passe, c'est que les Pistons ont drafté Tayshaun Prince. Ils veulent le développer au poste 3. Tayshaun Prince est le grand bénéficiaire de la non-draft de Carmelo, de Melo. Et le pire, c'est que quand ils voient Milicic, ils sont tous impressionnés, notamment, comme tu l'as bien dit, Joe Dumars, Mapenda dit que j'ai le prochain Nowitzki. Il est meilleur que Dirk. Incroyable. Et il va même dire par la suite, en parlant de Ben Wallace, pour justifier ça, oui, c'est mieux qu'on n'ait pas pris Carmelo Anthony parce que Melo, il était prêt à jouer, il aurait cassé la cohésion d'équipe en défense, ceci, cela. Je suis désolé. Non, je trouve que les Pistons, ils ont abusé. C'est vrai, la présence de Rashid Wallace au poste 4 était évidente, surtout vu la stature qu'il était. Mais soyons clairs. Carmelo Anthony aurait dû être pris par les Pistons. Ils auraient même être beaucoup plus performants, notamment en 2007-2008, où ils ont commencé à vieillir et qu'il fallait tourner la page. Et en effet, assez loin. Je suis d'accord, ils n'ont pas vu assez loin. Ils n'ont pas vu assez loin. Peut-être aussi qu'ils ne voulaient pas briser une alchimie qui était en train de se créer. On sait qu'une alchimie de 5 joueurs, c'est très fragile. Il suffit que tu mettes un mec comme Melo qui est un peu plus, qui a quand même, il faut le dire au début de carrière et même pendant la majorité de ses carrières, ça reste quand même un joueur plutôt individualiste. Et du coup, c'est quelque chose, ça peut être problématique parce que les Pistons, c'est un collectif, hein, c'est pas un joueur, une superstar accompagnée de joueurs, c'est un collectif. Et c'est un collectif, c'est fragile. C'est fragile. Absolument. Donc, je pense que c'est vrai qu'il fallait prendre un autre que Milicic. Anthony, dans tous les cas, Carmelo Anthony, ça aurait été un meilleur joueur que Milicic. Après, le meilleur choix je pense que un Kirk Hinrich aurait été un meilleur choix, un Mike Pietrus, ça aurait été un meilleur choix. C'est Chris Bosh, il pensait même à Chris Bosh en fait. Hein. Il pensait même à Chris Bosh à prendre à la place de Milicic. Oui, bien sûr, Bosh, bien sûr. Moi, comme il était intérieur, je voulais pas trop. Je me disais que voilà, ils avaient leur secteur intérieur et qu'ils voulaient pas trop y toucher. Mais malgré tout, ils pensaient à ça. Malgré tout. Mapenda? Moi, pour Melo, en fait, moi, je trouve que c'est dommage pour les deux camps. Parce que dans le sens où Détroit, c'était une équipe archi défensive, etc. Et ils auraient pu, je pense, miser sur Melo, même s'ils ne le mettent pas titulaire. Mais en 6e homme ou un mec un jeune à qui tu laisses un peu beaucoup de tickets shoot en sortie de banc. Parce que il faut dire que le deuxième choix des Pistons, il est vraiment improbable parce qu'ils étaient dans les meilleures équipes de la ligue, donc ils ont la loterie, ils ont la deuxième position grâce à un trade qu'ils ont fait bien longtemps avant. En 97 avec Otis Thorpe, tout à fait. 35 ans. Donc eux, ils n'avaient pas de. Je veux dire que si tu prends un jeune, alors que tu fais partie des meilleures équipes de la ligue, tu n'as pas de pression vis-à-vis de ce jeune-là. Tu n'as pas à lui faire un maximum de place, en fait. Donc, Absolument. Ils auraient pu le développer tranquillement. Et je pense qu'aussi, c'est dommage pour Melo, parce que comme tu as dit, Rafik, du coup, ça sera un mec qui sera individualiste et qui va mettre un peu l'aspect défensif au second rang dans sa carrière. Et je pense que s'il aurait été drafté par les Pistons en étant au contact des mecs comme Ben Wallace, etc., je pense qu'il n'aurait pas eu la même carrière, moi, personnellement. Donc, c'est pour ça que je dis, je pense que c'est dommage aussi bien pour Détroit, parce qu'ils auraient pu préparer l'après Rashid Wallace et Chauncey Billups.
Et en plus, ça aurait été aussi bien pour Melo parce qu'il aurait appris c'est quoi la dureté défensive, c'est quoi le sens du devoir, l'importance du collectif dans une équipe. Et je pense Et que une franchise aller de se faire très haut draft, niveau. ouais, voilà, aller se faire drafter à Denver où c'était full offense, ça l'a plus desservi qu'autre chose en fait. Bah, en tout cas, il ne voulait pas aller à Denver. Son agent lui a dit, va à Denver, t'inquiète, il y aura de la masse salariale, des grossettes vont arriver. Bon, ils ont drafté Kellen Martin, qui malheureusement s'est gravement blessé après. Mais c'est clair que Carmelo Anthony, en termes de choix, malgré le très beau maillot, le très beau jersey des Nuggets bleu ciel que Massy et Samuel vont bien entendu kiffer, les choses ont forcément changé. Donc concrètement, cette draft 2003, on a affaire à des profils qui sont déjà prêts. Hein. Dwayne Wade qui est drafté en 5e position par le Heat de Miami. Dwayne Wade s'attendait à être drafté par Chicago en 2003. Lui, c'est Chicago, un enfant de Chicago, c'est Chicago, Chicago. Ouais. Eh ben, il sera drafté par le Heat avec Pat Riley, avec la très belle histoire. Hein. Dès qu'il est drafté, 2 jours plus tard, Pat Riley lui donne un livre énorme avec les systèmes défensifs et offensifs du Heat. Il lui dit, tout le week-end, tu dois me lire ça. Ça, c'est une très très belle histoire que Dwayne Wade raconte. Chris Kaman qui sera pris par les Clippers après les conneries de Michael Olowokandi. Encore une fois, on salue Samuel pour ça. Vous avez d'autres éléments comme ça que vous saluez par rapport à cette draft 2003? Il y en a quand même pas mal. Hein. Moi, j'ai envie de parler rapidement de T.J. Ford, mais juste pour un fait, T.J. Ford, c'était un bon meneur. Hein. Il n'était pas dégueulasse. C'était un bon meneur. D'ailleurs, il a été drafté par Milwaukee. Il a été très très bon à Toronto, même aussi, enfin pas très bon. Il a été bon à Toronto, à Indiana aussi. Hein. Indiana, il a fait 2 belles saisons, Indiana. Bien sûr. Et en fait, sa carrière, il faut savoir que sa carrière s'arrête brutalement à San Antonio. En fait, elle s'arrête parce qu'il retombe très très mal à la suite d'un lay-up. Et en fait, je crois qu'il fait. En fait, je me rappelle plus du tout du terme scientifique de ce qu'il a eu. Subi. Mais en gros, c'est ce qu'il a subi, mais c'était fin de carrière. Ah, mais vite, hein. C'était très difficile. C'était fin de carrière. Je crois que c'est un problème au dos. Il a chopé un problème au dos, quelque chose, avec le liquide qui est dans le dos. Il y a un liquide dans le dos qui a été touché ou un truc du genre. Et c'est ouf de se dire que tu retombes mal d'un lay-up et c'est la fin. Ah, c'est compliqué. C'est très, très compliqué parce que TJ Ford était en effet un meneur vraiment prometteur, une très belle carrière, comme tu l'as dit. Et d'ailleurs, même qui causait même des problèmes à Tony Parker. Hein. Il avait plusieurs fois mentionné la vitesse de TJ Ford au premier pas. Avec son short bien bas, là. Il était bas. Tout mince et tout. Non, vraiment, c'était ça. D'autres noms, toi aussi, Mempenda, que tu voudrais retenir sur cette draft 2003, des belles histoires? Bah, déjà, les 2 Français, Pietrus Bien sûr. et Boris Dio. Bien sûr, qui sera élu MIP en 2006, bien entendu, avec du côté des Suns, avec Steve Nash et Sean Marion, bien sûr. Tu as d'autres joueurs aussi qui sont là. David West, qui sera double star, drafté en 18e position, au poste 4. David West, qui a fait un très très beau jeu avec Chris Paul. Qui ira gratter 2 bagues NBA avec les Warriors. Tout à fait. Même à Indiana aussi, un très gros poste 4. Bien sûr, très beau poste 4. Les années 2010, début 2010 avec David West, c'était très intéressant pour moi et pour mes Pacers, bien entendu. Avec le fameux Roy Hibbert. Ouais, Roy Hibbert, le Jamaïcain remixé, là. Après, tu as Josh Howard aussi qui est drafté en 29e position, qui sera aussi All-Star, Josh Howard du côté des Mavs, qui a aussi encore une fois couvert plusieurs largesses défensives de Dirk Nowitzki. Leandro Barbosa, 6e homme lui aussi du côté des Suns, qu'il ne faut pas oublier. Perkins aussi. Yes, dans la peinture aussi au poste 5. Carlos Delfino, le Mexicain. Je voulais parler. Non, l'Argentin. Pardon, l'Argentin, pardon, oui. Excuse-moi, désolé. Oui, non, mais Delfino, il faut bien parler de Delfino. Oh là. Quoi, il a joué au Bucks, c'est ça? Parce qu'il a joué au Bucks. Il a joué aux Pistons, il a joué aux Bucks. Moi, d'ailleurs, c'est l'un des joueurs qui m'a fait encore plus aimer cette équipe des Bucks. Ouais, bien sûr. Quels sont les derniers mots que vous pouvez dire pour cette draft 2003 avant qu'on clôture ce podcast? Bah, moi, je voulais juste parler d'un mec qui a été drafté, d'un mec que je connais bien. C'est Malik Bayan, qui est drafté. Oui, grosse carrière de pro, lui. Ouais, c'est ça, grosse carrière de pro qui était. Quand il se fait drafter. Quand il se fait drafter par Houston, franchement, j'y croyais fort en sélection, parce que c'était la période où le Sénégal ne faisait plus de perf au niveau du continent africain. Bien sûr. Ouais, voilà.
Et au Ouais. final, il foulera pas les parquets, hein. Il va faire une bonne carrière en proie à Dijon, etc., à Nanterre. Mais c'était dommage pour lui de pas pouvoir, Ouais, Nanterre. de pas pouvoir avoir eu sa chance en NBA. Après, je De- pense que C'était À la mort, Nanterre, c'était il un peu jouait. trop. En 96, il y a aussi un joueur qui a été drafté, mais qui n'a pas joué en NBA, mais qui a joué toute sa carrière ensuite en pro. C'est je sais pas comment dire son nom, Pakelis ou Pachelis. Pachelis Morlende, je sais pas si tu vois, c'est qui Mapenda, un meneur de jeu, qui a joué, Non, euh, je connais pas. qui a joué à Ouais, Patrice Chalon-sur-Saône. Morandé. Pachelis Ouais, Morlende. Ouais, il au a deuxième joué aussi tour. dans Deuxième tour de deuxième tour. draft. Ouais, Deuxième tour, deuxième comme tour de Malik draft. Badiane d'ailleurs. Comme Malik Mhm. Badiane, hein, deuxième tour de draft, position Exact. 44. Et justement, on fera même un épisode là-dessus, bien entendu, sur le monde de la draft qui est extrêmement difficile. On met en lumière Ouais. pas mal d'éléments majeurs, mais le monde de la draft, c'est impitoyable. Et concrètement, pour moi, pour terminer ce podcast, je dirais, c'est LeBron James qui l'a dit, c'est déjà très très bien qu'on place la draft 2003 à la même échelle que 96 et 84, parce que pour lui, la meilleure draft, c'est là où il était Kobe Bryant.